Ben, merci beaucoup Guillaume, et puis je suis ravie de voir que ça suscite autant d'intérêt. On se posait la question si on en allait avoir une ou deux personnes, donc c'est toujours plaisant de voir autant de monde. Pourquoi ce BBL? En fait, j'ai eu l'idée quand Guillaume a fait venir l'année dernière sur les ordinateurs quantiques. Je me dis, bah tiens, finalement, on va un peu plus large que ce dont on a l'habitude de voir au Bon Coin. Et d'autant qu'en plus, moi, j'ai un parcours un tout petit peu particulier, c'est qu'avant, j'étais dans la recherche en astrophysique. Donc je me suis dit, ça peut être super sympa de mêler, et d'autant plus que l'astro, ça fait toujours plaisir, il y a pas mal de gens qui sont toujours très intéressés. Et puis comme c'est toujours plus sympa de faire des présentations avec des gens, avec des amis, avec des gens qu'on aime bien, je me suis rapprochée de Sébastien, on se connaît depuis le lycée. Donc on a fait des parcours un peu parallèles, où on a évolué jusqu'à la thèse dans des domaines différents. Donc moi personnellement, j'ai un doctorat en astroparticules, donc c'est une petite partie de l'astrophysique, et beaucoup plus passé sur les observatoires terrestres, donc un peu moins spatial, avec évidemment quelques adhérences et quelques sujets où j'ai pu travailler sur des ballons, etc. J'ai bossé un peu, j'ai fait une thèse sur Orsay, puis après j'ai bossé en Chine pendant 2 ans, et puis en Italie. Et donc maintenant, je suis engineering manager au Bon Coin, comme quoi ça mène à tout. Et donc, Sébastien, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Dubos, donc je suis moi aussi docteur en astrophysique. Alors, à la différence de Diane, moi j'ai plutôt travaillé sur les observatoires spatiaux. J'ai donc fait ma thèse en instrumentation spatiale, donc toute la partie technique des télescopes. Et j'ai notamment travaillé au CEA sur les missions Solar Orbiter, AstroH et Spical, qui sont différentes missions dans lesquelles l'Europe participe. Et quand Diane m'a proposé de faire ce talk aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça permettait de confronter nos expériences. Comme Diane l'a dit, elle est spécialiste plutôt des observatoires terrestres. Moi, j'ai plus travaillé sur les parties ingénierie, instrumentation dans l'espace. C'est des domaines qui sont complémentaires, qui ont leurs points communs, leurs différences aussi. Et donc, ça permettait aussi de donner de parcourir vraiment un sujet assez large avec nos deux expertises. Le micro. Du coup, quand on s'est dit, mais sur quoi on va faire? Parce que c'est le grand sujet, l'astrophysique, c'est assez large, comme vous l'avez vu, on a des domaines très différents. Donc la question se pose, et on est parti d'une réflexion où, quand on va en soirée ou ce genre de ça, quand on dit qu'on est dans l'astrophysique, les gens nous posent beaucoup de questions, et on voit qu'il y a des parties totalement cachées du grand public, et notamment sur les missions d'observation. Du coup, on est parti de toutes ces questions que pouvaient nous poser les gens, et on s'est dit que ce serait intéressant de se focaliser sur les missions d'observation du début jusqu'à la fin. Donc notre feuille de route, c'est vous donner un peu un aperçu. Donc c'est le sujet de notre talk qui est assez ambitieux, je ne vous le cache pas. Le but, c'est pas de rentrer dans les détails de tout, sinon on sera là encore ce soir. Mais c'est plus que quand vous quittiez la salle, vous ayez eu un peu un aperçu sur déjà qu'est-ce qu'une mission spatiale, pourquoi on la fait, quelles sont les problématiques qu'on rencontre, pourquoi on doit aller dans l'espace déjà, c'est une question fondamentale. Et ensuite, vous exposez les 5 grandes phases d'une mission spatiale qui vont de la genèse, la définition d'un projet, toutes les étapes de R&D, de conception, les parties lancement, déploiement, la vie en opération et enfin la fin de vie. Alors, évidemment, on ne va pas trop rentrer dans les détails, on va s'appuyer sur des exemples, sur des anecdotes que nous avons même rencontrées dans nos carrières respectives et que vous puissiez vraiment comprendre quelles sont les problématiques, à quelles choses on doit faire attention, que vous ayez vraiment ce cadre-là. Évidemment, si vous voulez qu'on aborde certaines questions plus en détail, on pourra le faire lors des questions. Et notre objectif aussi, c'est, comme vous avez vu que le sujet est assez large, on va vous donner à différents moments de la présentation l'opportunité de nous poser des questions. Il y aura, donc n'attendez pas forcément à la fin du talk pour poser vos questions. On vous laissera interagir de manière un peu plus comme une conversation. Et on a différents matériels, on a des vidéos, on a des choses, j'espère, assez intéressantes. Donc on vous souhaite un bon moment. Donc, si on part sur l'introduction, c'est finalement quand on fait une mission d'observation spatiale, quelles sont les grandes questions qui englobent en fait toutes les missions? Il y en a finalement assez 4 grands domaines. Il y a comprendre comment s'est formé l'univers, est-ce qu'il est en expansion, toutes ces problématiques. On a l'observation des exoplanètes et des étoiles.
On a aussi l'origine, la naissance des étoiles, des galaxies, des planètes. Et puis après, on a les indices la recherche d'indices de vie, que ce soit sur Mars, qui actuellement suscite pas mal et depuis des années, mais aussi au-delà de notre système solaire. Une fois qu'on a ces grands thèmes, il y a forcément, ça se décompose. Maintenant, on est dans une physique qui est très très pointue, qui fait que vous allez avoir des experts sur des domaines microscopiques qui sont même pas 1% de l'astrophysique. Et d'ailleurs, c'est toujours amusant de voir des gens qui sont passionnés d'astro parce qu'on nous pose des questions sur lesquelles on n'a pas le temps de s'attarder. Donc on est tellement spécialisé. Et ce qui fait que découle de ces 4 grands thèmes des nombreux d'axes d'études. Donc vous allez avoir tout ce qui est matière noire, ondes gravitationnelles, les rayons cosmiques d'ultra-haute énergie, ça je pourrais en parler parce que c'est vraiment mon domaine. La genèse, la composition des trous noirs, l'exobiologie, tout ça, donc, qui sont des petites parties et qui vont répondre à ces grandes questions avec des ponts très, très petits et qui vont, au fil de l'eau, avec les découvertes, permettre d'étayer les modèles, les théories, etc. Et donc répondre à ces grandes questions. Une fois qu'on sait, par exemple, une mission, voilà, on veut qu'elle soit sur ce sujet, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour pouvoir justement travailler sur ces axes d'études? Eh bien, on a à disposition quelques observables, donc c'est plusieurs types de rayonnements. Les rayonnements, finalement, c'est des énergies. Donc vous allez, ça s'ébalayage de la radio au rayon gamma, en passant par les rayons, l'infrarouge, etc. Et donc, comme on peut voir, par exemple, sur ces images, on va voir que typiquement l'infrarouge va nous permettre d'être très bon sur les températures. Donc on va voir sur des galaxies, typiquement le cœur est beaucoup plus chaud et ça va donner des éléments avec différents pans de détection. Et c'est en agrégeant tout ça qu'on va avoir beaucoup plus d'éléments. Préciser que sur les images, vous voyez sûrement, notamment l'image la plus à droite, que dans certaines longueurs d'onde, il y a des parties de galaxies qui sont visibles et d'autres totalement invisibles, alors qu'on les voit dans d'autres longueurs d'onde. Des parties vont devenir invisibles selon la modalité d'observation. Donc l'intérêt, c'est aussi de pouvoir regarder dans tout le spectre existant. Une fois qu'on s'est attardé, justement, comme le dit Sébastien, on a la possibilité de voir des choses qu'on ne peut pas voir dans certaines longueurs d'onde. On peut utiliser, il y a plusieurs types d'observatoires. Et un observatoire, souvent, quand on parle d'observatoire, ce qui est le plus médiatisé, et en termes de communication, etc., ça va être les missions spatiales habitées. Thomas Pesquet, on a à outrance les saxophones dans l'espace, les essais divers et variés, les macarons qui flottillent, etc. Bon, donc c'est très bien en termes de communication, on apprend des choses, mais finalement ça a assez peu de valeur scientifique, au sens où c'est des pans très particuliers, ils peuvent jouer sur les flammes, etc. Ils peuvent avoir plein de choses sur comment l'humain, finalement, en apesanteur, on voit les pertes de masse musculaire, etc. Donc ça a des intérêts là, mais ça va avoir très peu d'intérêt sur vraiment comprendre les grandes questions dont j'ai évoquées plus tôt, puisque l'humain c'est un petit peu fragile, hein, puisqu'il faut qu'il mange, il faut qu'il boive, les rayonnements qui se prend, c'est pas terrible non plus. Donc finalement, il y a assez peu de choses pour répondre aux grandes questions qu'on a évoquées avant. Là, un certain nombre d'images. Donc on a Vostok qui est le premier avec Gagarine, hein, quand on imagine qu'il est parti là-dedans, on se pose des questions. Là c'est donc Apollo 11, et puis plus récemment avec les costumes, avec les combinaisons très sympas de SpaceX. Voilà, donc c'est un peu ça. Deuxième type d'observatoire sur lequel moi j'avoue que j'ai beaucoup plus travaillé, c'est les observatoires au sol. Donc on en a énormément de types. Vous avez ALMA au Chili qui va un peu regarder la naissance des étoiles avec les interféromètres, les sublimétriques. Vous avez des réseaux, Pierre Roger sur lequel j'ai pas mal travaillé, c'est un réseau de 3000 km² dans la Pampa argentine. Donc c'est des cuves d'eau qui sont dispatchées tous les kilomètres et demi, qui travaillent sur les rayons cosmiques extra-énergétiques. Vous avez S qui est un radiotélescope plutôt pour axé sur les gamma. Arecibo, dont Sébastien m'a rappelé qu'il était dans GoldenEye et dans Contact avec Jodie Foster. Donc on voit. Et puis après, on a des observateurs qui sont assez sympas. IceCube, qui est en Antarctique et qui est sous la glace. Donc eux, c'est pour les neutrinos, parce que les neutrinos ne veulent pas trop interagir avec nous. Et donc, on va se servir parfois de traverser complètement la Terre pour les obliger à interagir. Et des fois, dans la mer, au large de Marseille, on va avoir des détecteurs aussi dans la mer.
Donc une variété énorme. Mais ce n'est pas sur quoi on va travailler aujourd'hui. On a également tout ce qui est observatoire aéroporté. Donc là, ça va être beaucoup plus pour tout ce qui est météo, etc. Mais il y a aussi des expériences, parce que ça coûte déjà un peu moins cher. Là, typiquement, ça, c'est Mini-ESO, qui est un précurseur pour après un observateur qui sera embarqué dans l'espace, donc qui permet d'avoir des éléments sur les rayons cosmiques dans l'atmosphère. Et historiquement, d'ailleurs, c'était sur quoi c'était le plus facile avant qu'on puisse accéder à l'espace. Et enfin, on a les observatoires spatiaux. Donc là, c'est les télescopes, les satellites, donc de type Hubble, JWST. Et puis on a les missions vraiment d'observation, les rovers qui vont sur Mars, etc., qui vont récupérer des échantillons, etc. Et c'est sur quoi on va s'attarder aujourd'hui. Alors, une question, c'est pourquoi aller dans l'espace? Parce que finalement, c'est compliqué, l'espace. Il y a quand même pas mal de choses. D'abord, la pollution lumineuse. Vous voyez bien, quand il y en a pas mal, je sais qu'ils font de superbes photos. Je suis très impressionnée à chaque fois que je le vois sur le channel LBC Astro. On voit qu'on a une pollution énorme. Donc, ça peut gêner, suivant le type d'instrument sur lequel on va regarder. Et on voit aussi que les observatoires au sol sont souvent dans les déserts. Donc, je parlais de l'Argentine, ça peut être le Chili, ça peut être la Sibérie, ou des choses où on peut être vraiment propre, une atmosphère sans trop d'habitation. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de limite nocturne ni de mauvais temps. Ça, moi, pour avoir travaillé notamment sur Auger, typiquement, là, on essaie d'observer des rayons cosmiques qui arrivent de l'atmosphère, donc qui émettent de la fluorescence, et c'est des détecteurs, qu'on appelle des télescopes à fluorescence, qui, eux, ne fonctionnent que 10% du temps. 10%, pourquoi? Parce que de nuit. Pas de nuit de pleine lune parce que c'est trop de lumière pour eux. Il ne faut pas qu'il y ait de la pluie, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, etc. Donc ça fait beaucoup de contraintes. Enfin, une meilleure résolution, parce que l'atmosphère, finalement, on va perdre de l'information. L'atmosphère, c'est pas vide, il y a des noyaux d'azote, d'oxygène. Donc quand on veut étudier des particules primaires, elles vont rentrer en collision. Ça, c'est un exemple, par exemple, pour les rayons cosmiques. Elles vont entrer en collision avec les particules de l'atmosphère et vont générer des cascades d'informations. Et là, c'est de l'information indirecte. Donc en allant dans l'espace, on peut avoir l'information directe. De la même manière, quand on est sur Terre, quand vous regardez un peu les astres, vous voyez que ça scintille. Ça, c'est les flux de température dus à l'atmosphère. Donc on a ces mêmes problèmes quand on veut observer depuis le sol. Et enfin, on a pas mal de spectres. Si vous regardez cette image, là, c'est le sol, bien évidemment. Et là, on a tous les rayons dont on a parlé, radio, infrarouge, optique, ultraviolet, X-ray et les rayons gamma. Et on voit que souvent, dans les différentes longueurs d'onde, on va avoir la couche d'ozone ou tout simplement l'atmosphère qui va faire qu'on ne va pas avoir toutes ces informations. Donc c'est aussi un problème, ça limite les observations. Bon, et enfin, évidemment, en étant au plus près, on peut avoir plus d'informations. En atterrissant dessus, c'est encore mieux. Et il y a aussi dans l'autre opposé, on veut avoir des informations sur la Terre, il ne faut pas être sur Terre. C'est mieux d'être en dehors. Très très rapidement, quelques dates pour vous remettre en tête. Finalement, l'espace, c'est très récent. 1957, Laika, le premier chien qui va dans l'espace. Le premier homme, 61. Et Apollo, c'est 69. Donc ça reste très très récent à l'échelle de la science. Et comme on a dit, on s'est dit qu'on pouvait couper un peu les parties. Si jamais, jusqu'à présent, vous avez des questions sur cette partie, ça peut aussi être à la fin si ça n'a rien qui vous vient pour le moment. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le public? Pas de questions. Sur les internets, on n'a pas de questions pour l'instant, donc on peut continuer. Parfait. Donc, comme je vous avais introduit, on va vous présenter les principales phases d'une mission, donc à commencer par la genèse. Donc, en fait, dès qu'on pense à une mission, il faut tout simplement réfléchir à quel est le besoin, quel est l'objectif du projet de cette mission. Donc, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Déjà, ce qui est souvent le cas, c'est l'intérêt, la pression politique, puisque c'est des missions de recherche publiques, financées avec des fonds publics, donc dépendant intrinsèquement de la politique. Donc notamment, il y a eu tous les effets, toutes
les conséquences de la guerre froide qui ont pu orienter certaines thématiques, certains types de missions qui pouvaient, dans certains cas, avoir des usages à la fois civils, mais également potentiellement militaires. Tout simplement, une autre raison, c'est de nouvelles opportunités qui sont dues aux avancées technologiques. Par exemple, pouvoir faire de très grands télescopes spatiaux, les vols en formation de satellites, faire que des satellites puissent voler en formation, c'est quelque chose de très récent. Les progrès sur la cryogénie. Pour vous donner juste un petit exemple, l'observatoire James Webb qui a été lancé il y a 1 an et demi, il est refroidi à 7 Kelvin. Enfin, ces instruments sont refroidis à 7 Kelvin. Actuellement, dans les labos, on travaille à des instruments qui sont déjà à 50 millikelvin. Et entre les deux, il y a 10 ans. Donc vous voyez qu'il peut y avoir parfois des très grands progrès techniques qui donnent la possibilité qui donnent accès à des informations qui jusqu'à présent étaient inaccessibles. Il y a aussi le remplacement de générations anciennes. Par exemple, comme je vous parlais du télescope James Webb, bien, il était vu aussi comme le successeur de Hubble qui avait été lancé dans les années 90, donc avec des instruments plus perfectionnés, plus sensibles. Et il peut y avoir aussi tout simplement de nouveaux axes d'études scientifiques qui font suite à une découverte. Par exemple, en 2015, on a observé les ondes gravitationnelles pour la première fois. C'était une théorie de la relativité générale qui n'avait jamais été vérifiée, qui a été vérifiée en 2015 seulement, et donc qui a ouvert ce champ d'études et a motivé la proposition de certaines missions qui veulent approfondir ce nouveau champ d'études qui est très récent. Donc, les acteurs impliqués, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais je pense que vous en connaissez beaucoup. C'est essentiellement public, donc avec les agences spatiales. Donc, tout le monde connaît la NASA aux États-Unis. En Europe, on a l'ESA, l'agence spatiale européenne. Il y a l'agence japonaise, la JAXA, et puis les agences russes, chinoises ou canadiennes. Il y a aussi en Europe, en tout cas, les agences nationales, donc qui travaillent avec l'agence spatiale européenne, mais qui ont leur indépendance. Le CNES en France, DLR en Allemagne. Les industriels ou les gros groupes industriels traditionnels comme Airbus, Thales, Arianespace ou Boeing aux États-Unis. Et enfin, les labos de recherche académique comme le CNRS, le CEA dont je fais partie, l'INFN en Italie, et enfin il y en a une multitude. Et on voit aussi de plus en plus, depuis environ 15 ans, beaucoup d'acteurs émergents qui sont très crédibles au niveau scientifique, comme par exemple la Chine, qui devient vraiment de plus en plus active. Ils ont posé des rovers sur la Lune, ils ont une station spatiale en construction. Il y a l'Inde qui vient de poser un rover sur la Lune il y a 1 mois. Et pour vous donner une idée, l'Inde, le rover qu'ils ont posé sur la Lune, le budget total de la mission était inférieur à celui du film Gravity. Donc c'est quelques centaines de millions d'euros, ce qui, à l'échelle d'une mission de cette ambition, c'est vraiment pas grand-chose. Donc ils ont fait une entrée sur la scène très remarquée, les Indiens. Et aussi, ça, vous avez forcément entendu parler, de plus en plus l'apparition d'acteurs privés comme SpaceX ou Blue Origin, du fondateur d'Amazon. Et vu la complexité et les budgets qui sont nécessaires pour faire ces missions, il s'agit quasiment tout le temps de collaboration internationale. C'est-à-dire même sur une mission NASA, il y aura des instruments européens, français ou autres. C'est très rare que ce soit une mission purement nationale ou continentale. Donc un petit exemple de collaboration internationale, j'ai un peu travaillé sur SVOM, c'est une mission chinoise, mais qui incorpore des instruments français, qui devrait partir l'année prochaine. Et le télescope James Webb, qui est parti justement il y a moins de 2 ans, c'était une collaboration États-Unis, Europe et Canada. Donc là, je ne vais pas vous parler trop longtemps de ça. Juste pour vous donner une idée de comment se passe la définition des projets, je vous prends l'exemple de l'Agence spatiale européenne et comment fonctionnent les appels à projets. Les appels à projets de l'Agence spatiale européenne, on peut les trouver, c'est sur le site web de l'agence. C'est un programme qui s'appelle Cosmic Vision. Et c'est tout simplement un cadre de planification qui permet de définir des missions à long terme, de définir la stratégie, le financement, et surtout apporter une stabilité financière et décisionnelle. La préparation d'une mission, ça peut durer, enfin entre la définition et le lancement, ça peut faire 10-15 ans facilement. Donc il faut vraiment une stabilité dans la gestion du projet à tous les égards, en fait. Comme je vous disais, il faut vraiment penser sur le long terme. Il y a une mission, je vous ai mis l'exemple de la mission Cassini-Huygens, qui était une collaboration Europe-NASA. Elle a été proposée en 82, approuvée en 88, lancée en 97, et c'était un rover qui se posait sur Titan, un satellite de Saturne,
qui s'est posée en 2005. Donc vous voyez un peu l'échelle de temps. Les appels à projets, en tout cas de l'Agence spatiale européenne, mais les autres agences, ça fonctionne un peu de la même façon. C'est des sélections. On est passé d'une sélection à la carte, où finalement les agences avaient une idée et demandaient des propositions, ou des appels assez fléchés, c'est-à-dire ils donnent un budget, ils donnent une thématique, une ambition, et ensuite ils laissent les laboratoires de recherche et les partenaires à proposer des missions. Donc, je vous donne un exemple des types de missions de l'Agence spatiale européenne. C'est un peu comme les vêtements. Il y a les S, M et L, en fait, les tailles différentes de missions. Et par exemple, pour faire bref, les missions, les small, c'est des concepts nouveaux, donc à petit budget, qui laissent beaucoup de liberté aux agences des États membres ou à ceux qui proposent les projets pour gérer leurs projets. En général, c'est sur des échelles de temps plus petites. Et vous voyez par exemple l'exemple de la mission Cheops qui cherche des exoplanètes, donc des planètes hors du système solaire, qui était une collaboration entre la Suisse et l'Espagne. Il y a les missions de classe M, donc moi j'avais travaillé notamment sur une mission de classe M. C'est dirigé par l'ESA, mais avec quand même une certaine liberté laissée aux agences nationales ou aux proposants. Et ils veulent en lancer à peu près 2 par décennie. Et les grosses missions de classe L, c'est vraiment les missions phares, donc gérées entièrement par l'Agence spatiale européenne, sur en général des objectifs ambitieux, des budgets qui se comptent en milliards, et typiquement on peut en espérer une environ tous les 10 ans. Et bon, je passe rapidement sur les missions F, FAST, c'est des concepts un peu novateurs qui se mettent en passager avec les missions M. Et je sais pas, oui, c'est assez visible. Un petit exemple, vous voyez, les appels à projets, ça peut commencer sur les missions actuellement lancées. Les appels au projet remontent à 2007. Et vous voyez que pour chaque type de mission, vous voyez un appel à projet, par exemple, de classe M, il y a plusieurs missions candidates. Et une chose aussi à voir, c'est donc qu'il y a beaucoup de candidats, il y a peu d'élus, et il y a également certaines missions qui sont candidates plusieurs fois. Par exemple, vous voyez ici, en 2007, il y a Spica candidate à une mission M2, et qui est à nouveau candidate en 2016. Donc, tout simplement, pourquoi ? Parce que, oui, c'est ici 2016. Et parce que c'est ce que j'expliquais aussi, non, pardon, que les missions, il y a beaucoup de missions qui sont parfois en phase de présélection, qui sont ensuite qu'on laisse le temps de développer. Il y a plusieurs rapports d'étapes, d'avancement, et à la fin, les agences parfois décident, font leur sélection, mais parfois, il y a eu 5 ans de développement pour les autres missions candidates. On ne jette pas tout à la poubelle, évidemment. Ce qui a été développé, ça peut être employé, resoumis pour d'autres appels à projets. Et c'est comme ça que ça marche. Toutes les missions que vous voyez partir en ce moment, c'est plus ou moins la reformation de missions qui ont précédemment été annulées. Et pourquoi elles sont annulées ? Comme je vous disais précédemment, ça peut être pour des raisons tout simplement politiques ou tout simplement pour des raisons techniques. Par exemple, j'avais travaillé sur une mission qui a été annulée parce que elle explosait le budget ou parce que c'était trop novateur ou qu'on n'était pas sûr que les technologies étaient assez matures. Donc parfois, à ce moment-là, elles sont plus matures. On laisse les labos améliorer leur R&D et ensuite reproposer les missions. Ça peut être un peu usant parce que parfois, je connais des gens qui ont quasiment sacrifié leur vie pro ou personnelle pendant 5 ans pour s'entendre dire à quelques mois de la ligne d'arrivée que leur projet est annulé. Donc c'est particulier quand même. Ouais. Alors là, un peu l'anatomie d'une mission. Donc il y a plusieurs éléments dans une mission. Bon, le premier, le plus visible, on va dire, c'est le lanceur. Donc le lanceur, ça peut être une fusée, une navette spatiale dans le passé. Et lui, en fait, son but, c'est simplement mettre la mission dans l'espace, à l'emplacement, à l'altitude désirée, sur l'orbite désirée. Alors, ce n'est pas vraiment de la recherche, c'est plutôt le domaine des industriels, de groupements publics-privés, comme Arianespace, ou SpaceX, ou ULA aux États-Unis. Et ça dépend, on les choisit, les lanceurs, déjà pour des raisons politiques, mais aussi pour les positions orbitales accessibles, pour le poids à amener, pour le volume, parce que tous les lanceurs ne sont pas égaux, et les questions de coût. Attends. Oui. Et vous voyez, là, j'ai un petit graphe qui montre une sélection de différents lanceurs. Et une petite chose à voir, c'est que dernièrement, il y a eu une grosse montée en puissance des acteurs du privé avec la fusée Falcon de SpaceX et également la fusée Longue Marche chinoise. Donc ces nouveaux acteurs, ils sont très actifs dans ce domaine des lancements aussi.
Et là, j'ai mis une petite sélection de lanceurs en fonction de la charge qu'ils peuvent emporter. Alors, c'est la charge maximale qu'ils peuvent emporter, mais vous voyez que ça peut être très, très variable. Il y a la fusée néo-zélandaise Electron qui peut apporter 225 kg en orbite basse, jusqu'à Ariane 5 qui peut mettre 25 tonnes. Et les futurs lanceurs, il y a Ariane 6 en développement qui veut à peu près faire la même poids. Il y a Falcon Heavy qui n'existe pas encore, qui 55 tonnes. Et les États-Unis, pour leur future mission de retour sur la Lune, envisagent de développer SLS qui pourrait monter jusqu'à 140 tonnes. Donc, dans le projet, il y a également la plateforme, donc le module de service. Donc, le module de service, en fait, il a juste un rôle de support, c'est-à-dire il va s'occuper de la navigation, de la petite propulsion qu'il peut y avoir dans l'espace, la génération de l'énergie avec les panneaux solaires, contrôle thermique, les communications avec le sol, tout ça. Et on l'oppose aux équipements conçus spécifiquement, c'est-à-dire les équipements, les télescopes, par exemple. La charge utile, la plateforme ne remplit pas les objectifs de la mission. Elle est vraiment un rôle de support. Et là encore, c'est le travail de spécialistes industriels assez peu nombreux d'ailleurs. Donc, par exemple, il y a Thales Alenia Space, il y a Airbus Defence and Space, il y a OHB, je crois que c'est en Allemagne. Et en fait, les plateformes, c'est généralement des catalogues, c'est générique, c'est quasiment, je ne vais pas dire en série parce que c'est comme des petites unités, mais on les sélectionne sur catalogue et on choisit, par rapport à un poids, à une demande en énergie, une orbite, on choisit telle ou telle plateforme. Comme ça, on ne redéveloppe pas tout et ça coûte moins cher. Et alors, oui, c'est un peu visible sur l'écran, j'attirais votre attention aussi sur deux caractéristiques. J'ai mis en place sur cette plateforme, c'est un exemple Proteus, c'est une plateforme européenne. L'énergie disponible pour l'ensemble de la plateforme, c'est 300 watts. Et les communications avec le sol, c'est 800 kilobits par seconde. Pour vous donner une ordre d'idée des contraintes du spatial déjà. Donc vous voyez un exemple de cette plateforme en photo sur un satellite il y a une dizaine d'années. Et enfin, c'est un peu le sujet principal de notre talk, c'est la charge utile. Donc la charge utile, comme je vous ai dit, c'est les instruments, c'est-à-dire c'est vraiment les instruments conçus pour remplir les objectifs de la mission. Donc sur les différentes photos, la charge utile, ici, c'est la mission Persévérance. La charge utile, c'est le rover qui est déposé sur Mars. Et pour les instruments Taranis qui étudient les orages, c'est les capteurs. Pareil pour Solar Orbiter qui étudie le Soleil. Et le télescope James Webb, la charge utile, c'est vraiment les instruments sur le miroir qui vont vraiment faire la mesure. Et je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a quelques jours, il y a eu un retour d'échantillons prélevés sur un astéroïde par la mission OSIRIS-REx, que je vous ai présenté ici. Et la charge utile, c'est typiquement ce bras robotisé qui a permis de prélever des échantillons sur un astéroïde. Donc la charge utile, contrairement à la plateforme et au lanceur, elle est spécifique. Donc, elle est développée, justement, c'est là que nous intervenons, c'est par des agences publiques de recherche ou par des laboratoires, CNRS, CEA, ainsi de suite, et dans des consortiums internationaux. Donc, et ça peut être des télescopes, comme je vous dis, des télescopes, des spectromètres, des altimètres, des caméras, des radars, des bras robotiques, des rovers. Et c'est vraiment là-dessus que notre travail de chercheur est exploité, on va dire. Et comme je l'ai un peu évoqué, en fait, développer le pôle spatial, c'est compliqué. Alors, il y a le facteur psychologique, mais il y a le facteur technique. Donc, les facteurs techniques, c'est déjà que c'est des technologies spécifiques, donc pour certaines qui ne sont pas éprouvées assez, ou en tout cas nouvelles, donc avec un risque. On peut arriver dans des impasses techniques, comme je vous disais, on peut travailler 5 ans et voir que finalement, notre concept, il n'est pas transposable dans l'espace. C'est du temps long, 5-10 ans minimum pour développer un instrument. Des coûts élevés parce que c'est des éléments sur mesure. Et la qualité spatiale, je vous donne un exemple, un simple câble dans un télescope comme ça, on a le droit de le brancher 5 fois. Au-delà, c'est considéré comme plus bon pour le spatial. Donc évidemment, ça renchérit les coûts de manière assez stratosphérique, c'est le cas de le dire. C'est professionnel, rare et ultra spécialisé, et aussi soumis aux politiques des pays. Par exemple, sur la mission SVOM, qui est un consortium Chine-Europe, on n'a pas le droit, comme c'est avec la Chine, les États-Unis nous interdisent d'utiliser des composants américains qui sont sur une liste qui s'appelle la liste ITAR. Et ces composants américains, c'est parfois des choses très, très basiques. Ça peut être un petit circuit électronique, je caricature, ça pourrait mettre un boulon en fait. Sur cette liste, ils mettent un peu tout ce qu'ils veulent. Et c'est aussi un moyen d'exercer leur puissance. Mais c'est une contrainte, c'est-à-dire pour cette mission, on a dû redévelopper énormément de choses pour justement ne pas utiliser du matériel américain.
C'est vrai aussi pour le terrestre. Hein. Moi, je me souviens que quand je suis arrivée en Chine, les fibres optiques qui sont très particulières, ils étaient en train de les polir à la main et faire des tests pour pouvoir arriver au niveau de technologie qui existe déjà sur étagère aux États-Unis, mais ils n'ont pas le droit parce que y a la rétention industrielle, quoi. Et on peut citer également les risques, donc évoquer les risques d'annulation de choix des agences publiques. Évidemment, l'incertitude du lancement. Hein, une fusée, c'est comme un avion. Hein, les phases les plus dangereuses, c'est le décollage. Donc, et également qu'une petite erreur peut avoir de très grandes conséquences. J'ai mis l'exemple de Taranis, c'est une mission qui était une mission d'observation des orages, qui était sur une fusée Vega de Arianespace et qui s'est crashée tout simplement parce que dans la fusée, il y avait 2 câbles qui ont été inversés. C'est aussi bête que ça, hein, parfois. Et la mission Astro-H que je vous ai présentée ici, j'avais travaillé dessus, c'est une mission japonaise qui a été envoyée par les Japonais. Alors c'est envoyé par Mitsubishi, c'est une fusée Mitsubishi. Mitsubishi fait des voitures et des fusées. Et cette mission, en fait, on avait vraiment la trouille quand on l'a lancée. On pensait c'est vraiment la phase la plus dangereuse. Oh, ça se passe très bien, le satellite se met en poste et tout. Et 1 mois après, sur une mission qui devait durer 4 ans, on perd contact avec le satellite. Et on voit sur des radars spatiaux qu'il en a 8 morceaux en train de dériver. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a su après. C'est qu'il y a eu un bug logiciel. Dans le système de pilotage du satellite, il y avait un système qui devait repointer le satellite. Et à un moment, il y a eu ce qu'on appelle une boucle de contre-réaction positive, c'est-à-dire le système s'est emballé et la plateforme s'est mise à tourner sur elle-même. Et au bout d'un moment, elle s'est mise à tourner sur elle-même, elle a arraché ses panneaux solaires et s'est disloquée. Et il y avait pourtant des milliers de tests. La probabilité d'avoir ce cas de figure était extrêmement réduite, mais elle n'était pas passée au travers des mailles du filet. Et donc, comme ça, on perd $1 milliard comme ça. On a aussi des exemples de nos amis les anglophones qui parlent en termes de pieds, de pouces, etc. Et où il y a eu de petits soucis de conversion entre les mètres, etc. Et qui a eu pas mal de crash aussi. Ouais. Parfois, ce n'est pas forcément des choses très haut niveau. Hein. Et là, je crois que c'était le premier lancement d'Ariane 5. Je crois que c'était vraiment une histoire de conversion. Hein, qui, du coup, avait eu un échec parce qu'il y avait les Anglais et les Européens qui ne parlaient pas en même unité. Et comme je l'ai évoqué, donc c'est aussi un défi d'opérer dans l'espace. Comme je vous l'ai présenté sur les plateformes, il y a très peu de puissance disponible. Il faut compter quelques watts par instrument, hein, à peu près. Les débits vers le sol sont très faibles, c'est de l'ordre du kilobits par seconde ou de la centaine de kilobits par seconde. Évidemment, il y a une latence. Par exemple, pour des missions qui vont vers Mars ou Titan, il y a plusieurs minutes entre l'envoi des commandes et la réception, donc on ne peut pas faire du pilotage. Il faut qu'il y ait des instruments embarqués, que le système puisse prendre des décisions lui-même s'il perd la communication. Les volumes, les poids sont très limités. Et évidemment, il n'y a pas d'intervention humaine possible. Alors, sur la diapo, je vous ai mis justement le seul contre-exemple d'intervention humaine, c'était Hubble dans les années 90, qui a pu bénéficier d'une intervention en orbite avec la navette spatiale américaine. Mais à ma connaissance, c'est le seul exemple d'intervention humaine. Et là, c'était vraiment très spécifique. Et donc, quand on prépare une mission spatiale... Ah oui, et là, je vous ai mis aussi bon, c'est pas très clair, mais c'est pour vous donner une idée. Il y a un réseau de communication interplanétaire qui s'appelle le Deep Space Network. C'est la NASA qui l'opère. Il y a des stations d'écoute en Australie, en Espagne et aux États-Unis. Et ça permet de faire une sorte de réseau de communication dans l'espace. Donc, les missions qui sont aux confins du système solaire peuvent être contactées. Certaines missions peuvent relayer le signal d'autres, donc c'est un peu... Mais comme je vous disais, c'est des communications difficiles avec des débits très très faibles. Et donc quand on fait ça et quand on prépare ces missions, il faut penser à tous les scénarios de défaillance possibles. Donc parfois on n'y pense pas, l'exemple de la mission japonaise, et des solutions de backup, donc avec notamment de la redondance, avec des ordinateurs de bord qui peuvent fonctionner en mode sans échec, qui peuvent se réinitialiser s'il y a un problème. Donc il faut essayer vraiment de penser à tout. Pas de point de défaillance unique, hein, si possible. Et aussi, il peut y avoir la question de la cohabitation avec les autres instruments. Sur une plateforme, en général, il y a jusqu'à une dizaine d'instruments. Donc, il faut se partager l'énergie et le temps d'observation aussi, puisque les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres. Et pour que la mission survive dans l'espace, il y a aussi pas mal de défis. Et donc, les contraintes thermiques, j'ai travaillé sur une mission d'observation du Soleil. Les gradients thermiques dessus, c'est d'un côté, il fait moins 150 degrés et de l'autre, plus 500 degrés. Donc, vous voyez, là, j'ai mis un exemple d'un système, d'une sorte de couverture thermique qui est sur le satellite, qui permet de réduire un peu ça, mais
il y a aussi d'autres conséquences. Il y a les bombardements de rayonnement, donc, qui sont surtout dangereux vis-à-vis de l'électronique, des particules solaires, des protons de haute énergie, des rayons cosmiques qui peuvent détruire ou endommager les instruments. Les débris spatiaux, donc des morceaux d'anciennes missions, des morceaux de lanceurs qui dérivent dans l'espace, qui peuvent heurter votre satellite. Et évidemment, tout ce qui est les chocs, les accélérations, vibrations, notamment au lancement. Alors, et la R&D sur les instruments, donc ce qui constitue les télescopes, ça peut concerner tous les éléments fonctionnels. Ça peut être des miroirs, des plans de détection, ça peut être des électroniques, des systèmes de traitement embarqués, ça peut concerner toutes les technologies adaptées aux différents rayonnements qu'on veut voir. Donc, c'est des CCD, des semi-conducteurs, des interféromètres, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment le travail des labos de recherche qui font donc des simulations, du prototypage, des tests de qualification et le tout, c'est fait dans une démarche d'amélioration continue. Un exemple de mission, la mission Solar Orbiter qui est partie en 2020, la mission d'étude du Soleil. Vous voyez qu'il comporte sur la plateforme, il y a un certain nombre d'instruments donc qui regardent différentes longueurs d'onde, différentes modalités. Moi, je vous ai mis l'accent sur un instrument sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle STIX, c'est un spectromètre à rayon X. Typiquement, ce spectromètre, il veut voir des rayons X qui sont émis par les flares solaires, donc les éruptions solaires. Il peut y avoir des signaux thermiques ou des signaux liés à des électrons accélérés, donc ça produit des rayons X. Et cet instrument mesure les rayons X. Donc vous avez une petite vue de l'instrument avec des systèmes de protection pour qu'il ne crame pas à cause du soleil. Les rayons X traversent et sont focalisés sur un plan de détection. Et là, je ne sais pas si c'est lisible, la communication de cet instrument vers la plateforme, enfin vers le sol, c'est 700 bits par seconde. Donc, et lui, et cet instrument, il peut avoir des températures de moins 25 à plus 600 et quelques degrés. Et le plan, alors ce qu'on voyait ici, la petite boîte bleue, là, c'est là où il y a le plan de détection, c'est là qu'il y a vraiment les détecteurs qui vont mesurer les rayonnements. Et je vous montre une vue de ces détecteurs. Vous voyez, c'est des petits modules comme ça. Alors ce module comme ça, il coûte le prix d'une voiture. Il a à peu près la taille d'un morceau de sucre. En fait, la surface dessus, c'est la partie noire, c'est une matrice de détection en semi-conducteur. C'est comme une caméra d'appareil photo, mais en rayon X. Et le corps jaune en dessous, c'est tout le système de traitement, tout le système de traitement électronique du signal. Et pour vous montrer la démarche d'amélioration continue, alors je ne rentre pas dans les détails, c'est juste que c'est un système qui a un spectromètre. Ça mesure des rayons de différentes énergies. Et ce que j'ai mis en bleu clair, c'était le même type d'instrument sur une mission lancée en 2001. Et ensuite, le système actuel. Alors, c'est parti en 2020, mais la configuration a été figée en 2013. Vous voyez que sur une douzaine d'années, il y a quand même une sacrée amélioration des performances, puisque là, on arrive à distinguer des pics d'énergie différentes qu'on ne pouvait pas distinguer avant. Donc, qui dit pic d'énergie différente, dit meilleure compréhension des phénomènes qui produisent ces énergies, meilleure compréhension de la physique, puisque ce qu'on ne distinguait pas avant, c'est comme si au lieu de regarder en 256 couleurs, on regarde en millions de couleurs. Et la démarche d'amélioration continue, je passe un peu vite, mais c'est tout simplement c'est un développement qui se fait sur une dizaine d'années environ. On part de concepts innovants, de matériaux, de petites briques technologiques basiques. On en fait des prototypes, des systèmes complets, et ensuite qu'on qualifie pour l'espace. Et ensuite, le retour d'expérience permet de lancer de nouvelles innovations. Vous voyez là, c'est sa petite photo. On voit de nouveaux concepts de détection beaucoup plus compacts, par exemple, parce que vous voyez à l'échelle d'une pièce d'1 euro. Et donc ça, c'est un nouveau cycle qui a recommencé de développement. Quelques petits mots sur l'électronique. Je vous ai dit que c'est le danger critique des rayonnements ionisants dans l'espace, c'est sur l'électronique, parce que l'électronique, c'est des semi-conducteurs, il y a des transistors, et les transistors, ils sont sensibles aux particules chargées. Et donc, ça peut faire du bruit, des faux signaux, donc des petites choses pas forcément très graves, mais ça peut générer de fausses commandes dans le système, ce qui est déjà un peu plus embêtant, et aller jusqu'à des destructions, carrément de la destruction du système. Et aussi une dégradation progressive. Je vous ai mis un exemple d'une sonde qui a été lancée en 2011 par la Russie. C'était un truc très ambitieux, ça voulait explorer une lune de Mars. Et ils ont tiré, ça s'appelait Phobos Grunt, ils ont lancé leur satellite. Je crois que c'était 40 minutes après le lancement,
ils ont perdu tout contact avec la sonde. Et environ quelques semaines plus tard, elle s'est mise à dériver en basse altitude et là, finalement, elle est rentrée dans l'atmosphère et s'est désintégrée dans le Pacifique Sud. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est un peu quelque chose qu'on connaît, mais en Russie, il peut y avoir de la corruption. Et 60% des composants électroniques de la mission étaient des contrefaçons qui n'étaient pas qualifiées spatiales. Donc, c'était des composants comme ceux de votre téléphone, qui, dès qu'ils sont retrouvés dans l'espace, ils ont grillé immédiatement. Donc c'est aussi bête que ça, parfois, hein, vraiment. Et donc, il y a des solutions pour éviter ça. C'est ce qu'on appelle le durcissement de l'électronique, mais attention, en fait, on va faire que limiter les effets, parce qu'on ne pourra jamais les annuler. Donc, je ne vais pas le détailler, mais pour limiter les effets, il y a différents mécanismes. On peut justement concevoir les circuits d'une certaine manière pour limiter ces effets, ou en tout cas les rendre moins probables. En général, en travaillant avec des technologies anciennes qualifiées en spatial, le dernier iPhone qui vient de sortir, les circuits sont gravés en 3 nanomètres. Nous, le plus petit, avec le type de circuit avec lequel j'ai travaillé, c'est 180 nanomètres. Donc vous voyez, il y a comme entre le monde, on va dire, civil et spatial, il y a parfois une grosse différence. Et les conséquences que ça peut avoir, cette conception spécifique, c'est que c'est donc pas de circuits commerciaux. Les performances sont très en retrait par rapport à ce qui se fait actuellement, évidemment. Hein. Et la disponibilité des fondeurs. Par exemple, les TSMC qui fabriquent les puces, quand ils en fabriquent des millions pour Apple, nous, on en commande une dizaine. Donc, vous comprenez qu'on n'est pas prioritaire. Un petit exemple de qualification. Ce qu'on appelle la qualification, c'est simplement les tests en conditions spatiales. Je pense que dans vos métiers, vous qualifiez aussi pas mal de choses. Ça dépend de ce qu'on regarde, mais par exemple, ça peut se faire dans le labo, sur des accélérateurs de particules. Et je vous montre un exemple d'irradiation de détecteurs donc pour la mission Solar Orbiter, où pour simuler les effets des radiations des rayons dans le spatiaux, on est allé dans un accélérateur de particules dans une montagne en Suisse et on a soumis les détecteurs, les instruments à des irradiations de particules. Et je vous montre juste un petit exemple, un spectre de détection avant ou après irradiation. Et vous voyez que si on met beaucoup de doses, même l'instrument lui-même, il ne fonctionne plus. Parce qu'en rouge, là, vous voyez, notre détecteur, il ne marche plus. C'est-à-dire qu'en bleu, il mesure des différents pics d'énergie. En rouge, on ne peut rien distinguer. Hein. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est très important dans la conception. Et un petit truc fun, c'est, comme je vous l'ai dit, la fusée, il y a pas mal de jets au décollage de la fusée, donc ça secoue pas mal. Il faut que l'instrument ne soit pas détruit par l'accélération et les chocs. Donc, on fait des tests au choc, et je vous ai mis une petite vidéo si elle se lance. Et je vais vous montrer à peu près. Alors, le truc jaune, c'est un détecteur de Solar Orbiter qui est sur une plateforme qui va le secouer. Et je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, mais vous allez voir qu'à un moment, ça secoue pas mal. Et croyez-moi, quand on a travaillé sur un prototype et qu'on voit notre instrument secouer comme ça, on n'est pas toujours tranquille. Hein. Et on lui fait des modèles de vibrations sinusoïdales sur différents axes et tout. On a un peu la même chose avec l'aéro. Quand vous savez les crash tests, ça peut être pour la voiture aussi. Savoir comment ça... Genre la simulation de quelqu'un qui renverse une bouteille de coca dans le siège, etc. Et ben là, c'est un peu la même chose. Avec beaucoup plus de contraintes, quoi. Ouais. Et avant de passer la main à Diane, juste pour dire que souvent les exigences de qualification sont assez... beaucoup et dépasse les besoins opérationnels en général, parce qu'on veut prendre tellement de marge de sécurité que, par exemple, là, pour ce que je viens de vous montrer, pour l'instrument, on avait des prérequis en choc, enfin en accélération, qui étaient autour de 20 G. Alors qu'en général, une fusée au décollage, c'est autour de 6, 7, 8 G, en fait. Donc, vous voyez, on prend vraiment de la marge. Et aussi pour vous dire que les modèles de vol, donc c'est-à-dire le modèle qui sera embarqué dans l'espace, il est souvent réalisé en 2 exemplaires. Un qui est donc dans la fusée, qui part sur le satellite, et un qu'on garde au sol. Et pourquoi ça ? Parce que quand on a des pannes dans le spatial, on peut reproduire ces mêmes pannes au sol. Donc ça permet de faire du dépannage à distance. Et Diane va vous montrer un extrait d'un film, Seul sur Mars, où justement cette problématique est illustrée par un moment justement. On voit les gens sur Terre qui essaient de reproduire le comportement de l'instrument qui est dans l'espace.
C'est plus pour la communication, c'est pas vraiment un instrument pour de la mesure, mais c'est juste quand, je sais pas si vous vous rappelez du film, mais il se retrouve tout seul sur Mars, et donc il essaye de voir comment communiquer aux autres. Il a trouvé le système exact des décimales, mais là, ils ont le même type d'appareil. Donc lui fait sur Mars, et là, les labos sur Terre essaient de reproduire, et ça permet... Et alors on a toujours... Donc ça, c'est un exemple un petit peu qui illustre sur un film, mais c'est toujours le cas, en fait. Les trucs sont toujours développés en double, pour pouvoir justement, s'il y a un problème, pouvoir essayer de reproduire les choses, essayer de comprendre, potentiellement agir à distance. Du coup, hop. Ça a l'air... Oh merde. On va faire comme ça. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas, hein, le temps qu'on remette le... Ouais, d'ailleurs, c'est les questions sur cette partie. Bon, déjà, merci, parce que c'est vraiment super intéressant. Tout à l'heure, on parlait de la responsabilité aussi de chaque pays, dans le sens où il y a des pays émergents, la Chine, l'Inde, etc. Est-ce qu'il y a un espèce de conglomérat de pays qui décide qui a le droit d'aller pousser des projets, ou est-ce que c'est totalement libre et l'espace appartient à tout le monde, et donc on peut se retrouver avec la Corée du Nord qui décide de lancer un projet, par exemple? Mais en fait, c'est un peu le problème. L'espace, l'accès à l'espace, normalement, il n'y a pas de vraie réglementation internationale. Il y a eu des ébauches, l'ONU travaille dessus, mais effectivement, la Corée du Nord peut envoyer des satellites, d'ailleurs elle l'a fait, hein, et des pays peuvent s'espionner les uns les autres par les moyens spatiaux. Normalement, l'espace n'est pas censé être à usage militaire, c'est ce que dit l'ONU, mais il n'y a pas vraiment de moyens de contraindre. Et je vous donne un exemple. Quand Elon Musk a décidé de lancer Starlink, son projet, je crois, ça va monter à 60 000 satellites en orbite basse. Ces satellites, ils ne sont pas seulement aux États-Unis, ils passent au-dessus de la France. Et on ne l'a pas mis dans la présentation, mais les observatoires au sol, pourquoi on a un peu de moins en moins les utiliser? C'est parce que l'orbite basse est de plus en plus polluée. Et quand un observatoire veut faire une image du ciel qui pose pendant 1 heure, eh bien maintenant, c'est totalement inexploitable parce qu'on voit des traits, des satellites Starlink qui passent devant. Et... Féru d'astrophoto, vous avez aussi certainement dû voir vos photos polluées par ce genre de choses de plus en plus. Et d'ailleurs, nous, en côté ESA, côté Europe, on a ce qu'on appelle le Law of Space. Donc c'est une réglementation qui doit s'appliquer sur l'Europe pour tous les industriels qui agissent sur le spatial, où justement là on va mettre un certain nombre de règles, que ce soit sur la gestion des débris, ce genre de choses, etc. Mais c'est pays par pays. Actuellement, il n'y a rien qui gère ici ça. On entend d'ailleurs aussi Musk qui disait qu'il voulait régler sa propre loi de l'espace quand il embarque, etc. C'est des dérives qui malheureusement sont de plus en plus et des sujets qui doivent être traités au plus vite, quoi. Et Elon Musk, il avait un projet qui n'est pas du tout concrétisé, mais d'une station spatiale, et il avait déjà fait une ébauche de loi privée qui s'appliquerait dans sa station. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de cadre juridique international. Il y a l'Union astronautique internationale, je crois, qui fait que les pays qui font des lancements se préviennent comme les uns les autres pour éviter des problèmes avec le trafic aérien ou des choses comme ça. Mais ils sont totalement libres et malheureusement, ce n'est pas du tout régulé, hein. Et on le voit avec, justement, on en reparlera après, l'éruption du privé dans le spatial, qui maintenant même parle d'exploiter les ressources de la Lune, de Mars ou des astéroïdes. Et finalement, ils sont potentiellement libres de le faire, hein, puisqu'il n'y a rien qui leur interdit. Merci. Salut. Du coup, pour continuer sur les acteurs privés un peu émergents, j'ai cru voir passer que la NASA, petit à petit, se délaissait le sujet des lanceurs pour refiler le bébé à SpaceX. Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude du point de vue des scientifiques sur la perte d'une compétence un peu essentielle pour aller dans l'espace vis-à-vis de ça et le contrôle par une boîte privée, même si en Europe, a priori, pour l'instant, on n'est pas là? En fait, oui, c'est vrai, il y a cette question. Après, je dirais, enfin, c'est mon point de vue, mais comme je vous disais, la partie lancement, la partie lanceur, finalement, ça a toujours été plus une partie industrielle que purement scientifique. C'est-à-dire le travail des scientifiques, c'est vrai que le travail de l'Agence spatiale européenne, de la NASA, il va plutôt se porter sur la partie scientifique de la mission. Le lanceur,
ça dépend, mais il est un peu moins privilégié. Donc, si des acteurs privés peuvent faire aussi bien que des consortiums publics-privés comme Arianespace, par exemple, enfin Arianespace, je crois que c'est carrément privé même, mais c'est à fond public. Et Ariane plus Safran. Ouais. Ouais. Ça permet, c'est pas forcément une source d'inquiétude, mais évidemment, plus le privé aura de poids dans la chaîne, plus il pourra aussi imposer sa volonté dans d'autres domaines aussi. Hein, c'est ça. Dans le cas des Américains, SpaceX, c'est plutôt une bonne chose parce qu'ils avaient perdu l'autonomie, justement, ils n'avaient plus trop de lanceurs nationaux. Donc, c'est aussi. Voilà. C'est vrai que c'est pas trop sur ce quoi on s'attarde, c'est plutôt des partenariats. Nous, c'est pas tellement ce qui nous. Mais oui, les fusées, ça peut à la fois faire des découvertes, à la fois faire des trucs moins rigolos comme des trucs militaires. Donc, Et la NASA, maintenant, son objectif, pour des raisons géopolitiques, c'est d'aller sur Mars aussi. Donc, il délaisse un peu ce côté lanceur pour peut-être se concentrer davantage sur les parties modules d'atterrissage, modules de survie, station spatiale, ce genre de choses. Mais comme disait Diane, vous voyez, il y a eu l'arrêt de la dernière navette spatiale qui a volé, c'était début des années 2010. De ce moment-là jusqu'à maintenant, les Américains n'avaient plus d'accès à la station spatiale internationale. Et ils devaient se reposer sur les Soyouz, donc russes. Donc finalement, SpaceX a aussi redonné de l'autonomie dans l'accès à l'espace aux États-Unis. Bonjour. Oula. Moi, c'est une question sur les ondes gravitationnelles. Donc, ce qu'on avait détecté, c'était à Virgo et c'était, je sais plus si c'était une supernova ou je sais plus ce que c'était. Et là, maintenant, le projet qu'ils sont en train de faire, donc ils vont le faire dans l'espace, ça va permettre de détecter quoi et c'est quoi les perspectives, c'est quoi le but exactement du projet? ce qu'ils avaient détecté, c'était en 2015, et c'était sur une fusion de 2 trous noirs. C'est ce qu'ils imaginent en tout cas, donc qui est très très ancien, puisque le temps que ça nous arrive, donc les écrans gravitationnels, pour ceux qui ne sont pas très au fait, c'est une déformation de l'espace-temps. Donc on imagine que c'est sur un damier l'espace, et donc tout ce qui est plus beaucoup plus de les gros objets comme le Soleil, les planètes vont rendre le champ un peu plus évasé. Et donc quand il y a des phénomènes très 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 violents, dont notamment la fusion de 2 trous noirs ou l'explosion d'une supernova, etc., vraiment très, très costaud, ça va arriver à un peu, comment dirais-je, altérer cet espace-temps. Et c'est cette secousse, mais qui est vraiment rien du tout, hein, qui est perceptible. Le Virgo, en l'occurrence, c'est un interféromètre, donc c'est quelque chose en perpendiculaire. On a un laser qui est tiré, un miroir qui fait partir dans 2 directions perpendiculaires, et qui rebondit et qui revient. Normalement, une onde, c'est ce qu'on appelle les ondes destructives. Donc, quand on reçoit le signal émis qui reçoit, on ne détecte rien. S'il y a un décalage qui est du coup dû à l'espace-temps, on va avoir un léger décalage, donc on va percevoir un signal. C'est ça qu'a détecté Virgo. Pour l'ISA, moi, je n'ai pas trop... qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement ? J'avoue que je ne suis pas un expert de l'ISA. Ce que j'ai compris de l'ISA, c'est déjà que comme c'est dans le spatial, ils veulent... dans l'espace, ils pourront s'affranchir des distances. En fait, c'est 3 satellites qui seraient en formation et qui, du coup, pourraient maintenir entre eux des distances très grandes. Donc, puisque c'est un type de détecteur qui marche par rapport à la longueur des bras. Donc, faire des distances beaucoup plus grandes. Et également, comme Diane disait en introduction, dans les premières parties, s'affranchir de la Terre. Parce que la Terre, elle tourne, donc on ne peut pas pointer une même direction pendant très longtemps. Et aussi, on est sensible. Virgo, LIGO sont tellement sensibles qu'il suffisait qu'un avion passe dans le ciel à 300 km pour que ça perturbe la mesure. Ou qu'il y a une mini secousse sismique qui perturbe la mesure. Donc dans l'espace, on n'a pas ce problème. Mais sinon, les événements observés, ça va être les mêmes que ceux sur Terre. C'est-à-dire fusion de trous noirs... fusion des étoiles à neutrons, ce genre de choses qui produit énormément d'énergie, qui font appel à d'énormes masses dans l'univers. D'ailleurs, c'est l'intérêt aussi de LIGO, etc., c'est qu'il y a un hémisphère nord, un hémisphère sud qui permet justement de faire une corrélation entre les deux. Puisque, effectivement, comme on disait, les tremblements de terre, c'est très très sensible. Ouais. Pour revenir sur la réglementation dans l'espace, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de responsabilité légale? Si demain un SpaceX se crache dans l'ISS, ils sont responsables?
Alors, normalement, en tout cas, ce qui concerne l'ISS, c'est la responsabilité de chaque pays qui envoie son module. Donc, si SpaceX fait un dommage à l'ISS, normalement, c'est sa responsabilité. Une mission qui n'était pas adressée à l'ISS. On envoie un satellite, on se plante, on se crache dans l'ISS. Oui, mais je pense que c'est eux qui... Non, c'est vraiment... Je pense que c'est leur responsabilité. Okay. Je pense, vraiment. Et dans l'ISS, même, pour vous donner un exemple aussi, il y a des modules européens, américains, russes. La loi qui s'applique dans le module, c'est celle du pays qui l'a construit. Donc, Et potentiellement de Musk, bientôt. oui. Oui. Merci. Moi, ma question, c'est pourquoi, quand on refroidit une caméra, ça marche mieux, notamment quand on prend des photos, mais juste quand on veut observer aussi. Alors, ça dépend des technologies, hein, vraiment. Certaines, c'est pas forcément pertinent. Moi, j'avais travaillé sur une mission qui étudiait l'infrarouge. Et en fait, l'infrarouge, c'est des signaux de température, en fait. C'est lié à de la chaleur. Et en fait, ce qu'on cherche à mesurer, parfois, c'est tellement petit qu'il faut qu'il n'y ait aucune autre pollution. C'est comme si, par exemple, vous voulez voir une étoile en plein jour. L'étoile, elle est là, mais vous ne la verrez pas parce qu'il y a la lumière autour. Donc, en refroidissant, on fait en sorte que le système il va mesurer vraiment que le rayonnement et pas d'autres choses, parce qu'il peut aussi se déclencher lui-même, parce que dans les semi-conducteurs, il peut y avoir des signaux qui se génèrent eux-mêmes, des charges qui font des faux signaux. Donc, en refroidissant, en fait, on augmente ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire qu'on minimise les fausses détections et normalement on est sensible que à ce qui nous intéresse, qui parfois peut être tout petit. C'est des variations infinitésimales. Je n'ai pas d'ordre de grandeur comme ça à vous donner, mais c'est infinitésimal. Donc il faut avoir aucune autre pollution et c'est une des raisons pour lesquelles on peut refroidir certains types d'instruments, effectivement. Un grand exemple, c'est James Webb. James Webb, il est dans l'infrarouge et on l'a mis pile sur le point de Lagrange numéro 2. Le point de Lagrange 2, il a pour caractéristique il est caché du soleil en fait. Donc il a ce truc de ne pas être gêné par la chaleur qui pourrait être émise par le soleil. Il a d'ailleurs, on le verra, on a mis une petite vidéo aussi du déploiement. Il a un super parasol aussi de la taille d'un terrain de tennis, hein, donc sympathique. Et vraiment aussi, c'est à un niveau pour protéger des effets thermiques et pour ne pas avoir des bruits de fond, quoi. Merci. Vous voulez qu'on passe à la suite, peut-être ? Ça sera plus intéressant, il y a des vidéos. Hein, après. Alors, on passe à la partie du lancement. Une fois qu'on a fait notre R&D, c'est la partie du lancement. Les bases de lancement, on imagine assez facilement, il y a des critères de choix d'implémentation. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'il y ait une zone qui soit dépeuplée pour le décollage, pour si jamais il y a des problèmes pour les retombées des étages aussi, etc. Donc généralement, elles sont proches de la mer. Ce qui n'est pas toujours le cas. On a les Chinois qui s'amusent à mettre des trucs historiquement aux côtés de villages. D'ailleurs, il y a eu un petit souci dans les années, je crois, 90, où il y a une fusée qui est retombée, qui a un peu tué soi-disant 500 personnes, mais avec eux, on ne sait pas toujours. Mais voilà, il y a des petits soucis. C'est pas les seuls, hein. Il y a pas mal de choses comme ça. Mais généralement, voilà, on veut se mettre quand même dans des choses qui préservent, proches de la mer, pour les retombées. Il y a aussi, là on peut le voir en bas à droite, c'est finalement un terrain où il y a de la base. On n'a pas uniquement que la partie lanceur qu'on voit quand ça décolle, avec l'échelle un petit peu, etc. Il y a plusieurs choses. Il y a le centre de commande qui n'est pas juste à côté, au cas où ça explose, hein, c'est à 10-20 km. Donc là, on voit quand même la différence. Là, j'ai pris l'exemple de Kourou, donc en Guyane, où on en voit pas mal pour l'ESA. On voit qu'il y a aussi plusieurs sites de lancement. Elle a la particularité de pouvoir lancer des Soyouz, et des Russes, des Ariane 5, bientôt 6, et 4 avant, qui est un peu en désaffecté. Et les Vega, les petites fusées là, italiennes. Donc il y a aussi des installations très différentes. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin aussi d'un endroit qui est facilement accessible. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu, la taille des choses qu'on va envoyer, c'est des tonnes. C'est gros. Donc si on doit se galérer en bateau pour y aller, c'est un peu plus compliqué. C'est la raison aussi pour laquelle les Américains, alors ils pourraient parfaitement utiliser Hawaï, qui on verra aussi, il y a beaucoup plus d'intérêt au niveau de l'équateur. C'est une île, hein, donc il faut y aller. Bon, la Guyane, je vous dirais, c'est un contre-exemple, mais voilà, donc ils préfèrent envoyer depuis la Floride.
On a aussi le côté de vouloir être suffisamment loin de frontières de gens avec qui on s'entend pas très bien, au cas où ça finit mal, puisqu'on veut quand même quelque chose de stable, périn dans le temps, mais aussi au cas où il y a des retombées. Et enfin, on voudrait quelque chose qui est proche de l'équateur, ça je vais expliquer un peu plus, et dont la direction tire vers l'est et dégagée. Alors pourquoi ? Il faut avoir en tête que dans la masse d'un lanceur au global, 85% de la masse, c'est le carburant. 15%, c'est seulement la structure et la charge utile, donc les détecteurs, les satellites, etc. qu'on va envoyer. L'intérêt, c'est que l'équateur, comme la Terre tourne autour d'elle-même, elle a une vitesse de rotation qui est maximale à l'équateur. Donc le but du jeu, c'est de se servir de cette énergie cinétique pour quand on envoie, en voyant dans la direction est du coup, en fait, ça nous permet d'avoir moins de carburant, quoi. Donc on se sert de cette accélération qui est sommée avec la vitesse des carburants. Et donc ça nous permet d'avoir beaucoup plus de place pour embarquer plus d'instruments ou de dépenser moins de carburant tout court, parce que c'est très cher aussi, que c'est compliqué avec le pétrole et tout. Voilà. Donc c'est essentiellement ça. Le lanceur, Sébastien en avait parlé un petit peu, mais c'est comment on le choisit finalement, parce qu'il avait montré, par exemple, suivant les charges utiles, il y a des choses qui peuvent être du 200 kg jusqu'à plusieurs centaines de tonnes. Donc suivant ce qu'on veut envoyer en orbite, il faut choisir le bon. On a aussi, suivant les lanceurs, ils vont atteindre plusieurs types d'orbites. Donc si on veut aller en orbite basse, il y en a peut-être qui vont faire que ça. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus malléables, par exemple Ariane 5 et bientôt Ariane 6 qui pourra desservir 3 types d'orbites. Donc là, c'est un petit exemple. Ensuite, il y a toute la partie plan de vol. Puisque quand on veut, par exemple, là c'est la mission indienne, on voit qu'on va se servir, on va d'abord mettre sur orbite, et puis après on va se servir des forces d'attraction de la Terre, puis après de la Lune, ce qui va nous permettre aussi de minimiser les besoins en carburant. Donc on va se servir de beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses à détecter. Rosetta, de la même manière, il y a pas mal de choses où on va utiliser les propulseurs, mais le moins possible, puisque comme on a vu, le but du jeu, c'est d'embarquer quand même quelque chose d'assez conséquent. Et donc il va y avoir toute cette logique, mais ça c'est un métier à part entière. Personnellement, j'en sais pas beaucoup plus, mais enfin bon, c'était pour vous illustrer que c'est un gros parti du sujet. Là, on a mis quelques exemples de déploiement, des petites vidéos pour vous montrer plusieurs types de déploiement. Un petit peu de temps. Ouais. Vidéo, attention pour le décompte final. 10, 9. Ouais, bon, ça, vous avez 8, 7. Bon, là, par contre, ce qui est intéressant, donc ça, c'est le lancement de James Webb. Bon, passer ça, c'est pas forcément le plus rigolo. Ah, c'est pas VLC. Ok. Ouais, attends. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment James Webb. Il y a un défi aussi d'ingénierie. Parce qu'ils l'ont mis carrément en origami, vous voyez, il est complètement plié là, dans la partie charge utile. Donc il y a aussi tout un défi où, comme on l'a dit, il n'y a pas d'intervention humaine. Donc il faut vraiment que ce soit bien à prier, que tout va bien se passer, tout bien se développer, etc. Donc c'est un peu ça. Là, bon, lancement, Donc là, on voit aussi la consommation des carburants au fil du temps. Là, séparation. Hop, ça sort la coiffe. On détache le module principal. Là, on voit la petite plateforme dont parlait Sébastien, là, qui est qui fait le pendant entre la charge utile, vraiment le télescope, et la fusée. Ça se déploie. Voilà, troisième étage qui va retomber. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut imaginer qu'ils ont
ils ont imaginé toute cette partie avec le déploiement. C'est vraiment une origami, là. Et là, on voit le fameux parasol là, qui fait la taille d'un terrain de tennis, hein, pour se protéger un peu du soleil, pour justement avoir une belle visibilité dans l'infrarouge. Bon, et puis... et le miroir, pof, voilà. Bah ça a été super bien fait. Ariane 5 l'a mis vraiment au point pile, ce qui fait qu'on a gagné à peu près une vingtaine de pourcents, je crois, de carburant, qui fait que potentiellement ça va aussi garder dans sa durée de vie, ça peut contribuer. Il a un petit panneau solaire, bien évidemment, ce qui fait qu'il regarde quand même un petit peu pour son autonomie. Et je rajouterai aussi que, justement, ce que disait Diane, c'est comme Ariane 5 a fait une mise en poste extrêmement précise, sur le système du télescope James Webb, il y a des petits propulseurs qui lui permettent de se repointer ou de se remettre à niveau. Et comme il n'a pas eu à utiliser ces propulseurs pour se mettre en bonne position, eh bien, ça prolonge sa durée de vie parce qu'il pourra faire des corrections de hors d'orbite plus longtemps dans son temps d'opération. Donc aussi une différence de lanceur, c'est aussi leur qualité. C'est-à-dire Ariane 5 coûte cher, elle n'est pas réutilisable et tout, mais c'est la fusée qui va faire le placement le plus précis de toutes. Donc c'est aussi à prendre en compte par rapport à d'autres lanceurs comme ceux de SpaceX ou d'autres concurrents. Donc ça, c'est un exemple de satellite qu'on met en orbite. Et puis après, on a ceux qui atterrissent ou qui, en l'occurrence, je ne sais pas comment ça se dit pour une comète. Hein. Bon, voilà. Donc l'exemple de Philae, une mission de l'ESA. C'est assez amusant d'ailleurs parce que quand elle est atterrie, il y avait des tweets qui disaient oh, on voit le leadership de la NASA. Donc on a bien rigolé quand on a vu ça. Donc là, vous voyez, c'est finalement l'atterrissage, on va dire, sur la comète. Ouais, je préciserai que atterrir sur une comète, c'est pas simple parce qu'en fait, quand la mission a été préparée, on ne savait pas du tout le type de terrain. C'est-à-dire, une comète, c'est de la poussière et de la glace, mais on ne sait pas si le sol il est dur, mou, ni rien. Donc il fallait que l'atterrisseur, à l'aveugle, on fasse en sorte qu'il puisse atterrir sur un corps dont la gravité est quasiment zéro, parce que vous voyez la taille, ça c'est quelques centaines de mètres, hein, cet objet. Donc autant dire qu'il n'y a pas de gravité. Donc en fait, il fallait que l'atterrisseur, ce que vous voyez dans les vidéos, arrive et s'agrippe au sol avec des bras, avec des espèces de grappins pour se maintenir au sol. Et ensuite, il faisait des prélèvements de sol qu'il pouvait analyser. Alors cette vidéo, c'est ce qui était prévu. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Vous voyez, il devait arriver et faire avec ses grappins Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est comme on l'avait dit dans les communications, c'est qu'il y a un énorme décalage entre le moment où on a l'information et ce qui se passe réellement. Ce qui fait qu'au moment où ça a atterri, le premier contact avec la comète, tout le monde était en euphorie en disant oui, super, on a réussi, etc. Sauf qu'elle a rebondi. Elle a rebondi plusieurs fois. Et on a eu une chance inouïe parce que je ne sais pas si c'est 4 ou 5 rebonds. Mais c'est en fait pendant qu'on était tous contents, et bien en réalité, elle aurait pu dériver et repartir. Donc ça a été vraiment particulièrement. On a la vidéo. Si ça vous intéresse, si on a du temps après, on pourra on voit vous la plutôt montrer. des rebonds. Là, on voyait un peu plus l'instrument, c'était un peu plus intéressant. Voilà. Et un dernier exemple que je te laisse. Et celle-là, je pense que vous en avez entendu parler. C'était il y a un an, un peu plus d'un an. L'atterrissage d'un rover sur Mars, Perseverance. Et alors là encore, hein, ça s'est fait entièrement en automatique. Il n'y avait aucun moyen de contrôler puisque vous voyez le parachute qui se déploie en pleine altitude dans la descente du rover, dans l'atmosphère de Mars. Il y avait une caméra 4K embarquée. Alors autant vous dire qu'avec les débits de transmission dans l'espace, on a mis plusieurs jours à la récupérer la vidéo. Hein. Mais, là, vous voyez, ça c'est vu d'en dessous de la sonde. Il y a son bouclier thermique qui est largué, donc il va s'écraser sur le sol de Mars. Là, je vais peut-être passer un peu vite dessus. Donc là, la sonde, elle est maintenue par son parachute et descend. La caméra filme. Et là, il y a l'ordinateur de bord qui analyse le terrain. Et alors, ils avaient embarqué de l'IA, justement, qui faisait qu'automatiquement, ils choisissaient le meilleur site d'atterrissage. Et avec des petits propulseurs, ils pouvaient se diriger vers. Mais ça s'est fait entièrement en automatique avec une IA à bord embarquée dans le système.
Donc on voit là, il choisit sa zone, il s'y dirige. Ouais. Et ouais, on a accéléré. Donc là, on se rapproche du sol. Après, on va se stabiliser à environ une dizaine de mètres. Vous allez regarder, on va voir, là, on va s'approcher tellement du sol que vous allez voir les petits propulseurs de la sonde vont soulever de la poussière sur le sol de Mars. Donc vous allez voir de la poussière se soulever d'un instant à l'autre. Vous voyez la surface, la poussière qui soulève. Et là, il y a une caméra. Si vous voulez, le système de descente, il s'est mis à peu près une dizaine de mètres du sol et ensuite il a déroulé un câble pour poser le rover sur le sol. Donc là, vous avez la vidéo prise depuis le rover et depuis cette plateforme. Et vous voyez la plateforme en haut qui tient le rover et le rover qui est délicatement posé au sol. Et une fois qu'il est au sol, on coupe, les câbles se coupent, la plateforme qui le dépose part s'écraser quelque part et le rover il est posé au sol. Vous voyez la plateforme se barre et le rover est au sol. Et ils sont contents. Mais pour Rosetta, ils étaient contents alors que ça aurait pu mal finir. Mais ils sont contents alors que ça s'est passé depuis 10 minutes en réalité. Hein. Ils sont contents à retardement. Ok. Et donc, après, une fois qu'on a tout bien placé, etc., c'est les données. Alors, les données, comme on a dit, c'est des centaines de kilobits, donc c'est pas bien par seconde. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut être aussi... il y a une phase de pré-analyse à bord, en fait, de nettoyage des données pour pas envoyer n'importe quoi à tout va, puisque ça peut mettre longtemps. Donc là, on embarque des codes qui vont nettoyer les données, il y a un peu d'algorithmie, de plus en plus d'IA qui va faire ça. On va avoir un système de seuil de déclenchement suivant l'amplitude, etc. On va avoir aussi de la coïncidence. On va regarder parfois des fenêtres en temps précis où on sait un peu ce qui se passe. On va pouvoir faire de la reconnaissance de forme, ce genre de choses qui va permettre d'envoyer pour après d'autres analyses plus abouties sur Terre, mais déjà contraindre un petit peu le flux de données qui est envoyé. On peut avoir aussi, dans le cas de certains instruments, différents instruments qui sont embarqués, qui vont voir différentes choses. Là, typiquement, c'est Solar Orbiter, où on va pouvoir voir dans différentes fréquences avec les instruments, etc. Donc, on peut aussi corréler ces informations pour pouvoir les compléter ou affiner, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle le multi-messager. Donc, on peut avoir des détecteurs comme SVOM qui partira la semaine prochaine, qui est à la fois une partie terrestre, une partie spatiale, donc ils peuvent communiquer, mais aussi indépendamment, un système d'alerte qui fait que quand un détecteur dans l'espace a un événement, va pouvoir envoyer une alerte à différents instruments pour qu'ils pointent dans la direction donnée, ce qui va permettre davantage d'avoir de corrélation, etc. Et puis pouvoir mettre tout le monde au même niveau, regarder dans le bon endroit de l'espace et avoir beaucoup plus d'informations avec les puissances et les différents rayonnements qui sont étudiés. Enfin, il y a un truc assez amusant, c'est que à l'époque, on a pas mal de missions, notamment, je pense à Viking, une mission américaine qui est partie sur Mars. C'est les années 70. Je crois que c'était il y a 40 ans. Hein. Ouais, voilà. Et récemment, ils récupèrent des données, des jeux de données qui retraitent. Et avec les nouveaux technologies qu'on peut avoir, les algorithmies, etc., différentes, on peut trouver des nouvelles choses. Et typiquement, il y a une suspicion en termes de statistiques, c'est encore à étudier, mais il y a des exobiologistes qui ont regardé les données de Viking et qui potentiellement montreraient qu'on aurait, en contaminant légèrement, en mettant un peu d'eau à la surface de Mars, ça montrerait que la réaction qui est générée, il y aurait potentiellement une vie très, très bactérienne. Mais donc, c'est des éléments. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres choses qu'on peut re-regarder avec des données anciennes et avec nos outils actuels, pouvoir faire des choses beaucoup plus fines. Donc, il y a aussi ce pan. En langage de programmation, on est quand même beaucoup plus au C++. Il y a des logiciels qui sont dédiés. On a IDL que Sébastien adore. Moi, j'avais vu Géant 4, donc ils ont toutes les configurations sur les interactions particules-matière. Donc, des choses qui sont avec des classes et des librairies qui sont déjà embarquées, qui facilitent la vie. Et puis, de plus en plus, on se passe quand même sur Python. On a même une librairie AstroPy qui permet de bénéficier de toute la puissance qu'offre Python avec les librairies qui sont très, très à la pointe.
Je te fais un tout petit complément aussi. Là, c'est les langages de programmation qu'on utilise pour faire le traitement, l'analyse des données. Mais dans les sondes, il y a d'autres systèmes, c'est de l'embarquer. Petite anecdote, il y a certaines missions, notamment les sondes Voyager, qui ont été lancées par les États-Unis dans les années 70, qui sont encore en fonctionnement, qui sont sorties du système solaire, mais communiquent toujours. Et elles ont des systèmes qui sont complètement obsolètes. Et ce qui était fun, c'est récemment, je voyais que la NASA, ils doivent recruter des gens pour toujours communiquer avec ces sondes qui sont experts de langage de programmation qu'on n'a pas utilisé depuis 40 ans. Je crois qu'ils cherchaient des experts COBOL ou des trucs comme ça. Et ça, c'est particulier parce qu'il faut pouvoir communiquer. Comme les temps sont très longs, bah, il faut garder l'expertise, quoi. Et les gens qui maîtrisent ces technos, ils sont soit morts, soit à la retraite. Après, il y a quand même un peu de Fortran où quand on est étudiant, on passe par là. Voilà, donc c'est assez amusant. Ben voilà. Donc, est-ce que, à tout hasard, vous auriez des questions sur cette partie? Et n'hésitez pas en ligne aussi, si vous avez des questions, on les récupère. Est-ce qu'on a un référentiel de coordonnées unique pour tous les voyages spatiaux? Est-ce qu'on utilise le même quand on cherche à faire des orbites terrestres ou des orbites autour d'autres planètes dans le système solaire ou des voyages comme Voyager en dehors du système solaire? Et est-ce que c'est des référentiels qu'on peut utiliser pour placer des étoiles? Donc en gros, est-ce qu'on a un référentiel unifié pour tout l'espace ou est-ce qu'en fonction de la mission, on doit se réapproprier un peu le système de coordonnées? J'avoue, je ne suis pas un très grand expert de ça, de la navigation spatiale, mais je pense que c'est le système de coordonnées. Oui, il est unique. Hein, c'est par rapport à. J'ai pas d'exemple malheureusement, mais oui, je pense que c'est vraiment les coordonnées spatiales. Il y a peut-être, en fonction des missions, ils doivent utiliser 2-3 systèmes, mais qui sont parfaitement compatibles entre eux, quoi. Oui, bien sûr. Mais, ouais. Et du coup, on a une origine quelque part de ce système? J'avoue, mais on peut faire origine du Soleil, ça dépend des orbites. Si c'est autour de la Terre, je pense qu'en général on prend la Terre, mais de toute façon, on peut tout à fait, qu'on passe de l'un ou l'autre, il y a une conversion, il y a 2-3 systèmes, mais parfaitement qu'on peut traduire l'un dans l'autre. Après, je ne suis pas un expert de la navigation stellaire, hein, j'avoue. Si j'ai bien compris, il y a plein de trucs qui tournent autour de la planète, de plus en plus. Il y a un recensement quelque part, on fait le ménage de temps en temps ou... Alors justement, ça c'est l'objet de la toute dernière partie, toute petite, hein, microscopique. Spoil pas alors. Hein? Mais effectivement, il y a beaucoup de choses et de plus en plus, et ça cause de nombreux problèmes. Pour la faire court, oui. Il y a un recensement, il y a même un site. On vous a mis le lien si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Du coup, comme j'ai le micro, je vais poser une autre question. C'est hyper passionnant, hyper inspirant, ces sujets-là. Et en même temps, de l'autre côté, on a un truc très gros avec plusieurs pays, de la politique, j'allais dire beaucoup de bureaucratie. Comment vous gérez ce grand écart entre ces deux mondes? Je ne sais pas si on gère, hein, en fait. C'est-à-dire que... Ouais. C'est vrai qu'au quotidien, là, ça peut, entre guillemets, mettre des étoiles dans les yeux, mais au quotidien, ça peut être parfois beaucoup moins sexy, il faut dire les choses. Quand même en R&D, moi, j'ai passé parfois des mois dans un labo sous terre à essayer de faire marcher un truc qui n'a jamais fonctionné. C'est vrai que c'est un peu moins fun. Non, après, c'est les contraintes, entre guillemets, du métier. On les accepte, je veux dire, il n'y a pas d'autre choix. Mais c'est vrai qu'il y a une partie très, très bureaucratique. Et comme on disait aussi dans l'exposé, il y a parfois des décisions purement politiques qui sont basées sur pas de faits scientifiques ou qui nous paraissent parfois complètement absurdes. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans sur une mission qui a été annulée. Et c'est vrai que quand on a dépensé beaucoup d'énergie et qu'on y croit, c'est un peu dur. Mais c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que... Parfois, c'est bien de changer. Enfin, moi, je suis en train de quitter le CEA, justement, je vais faire d'autres choses aussi. C'est pas que j'ai pas aimé, mais il y a aussi un temps pour tout. Et c'est vrai que ça peut être usant, hein, vraiment. Ouais. Moi, à mon échelle, j'ai vu aussi ce qui est très amusant, c'est que finalement, le plus de moments où vous faites de la recherche pure et dure sans trop se préoccuper de la bureaucratie, c'est pendant la thèse, les 3 ans.
et les débuts post-doc. Et puis après, plus vous arrivez, moi je pense que ma 4e année, je me suis mangé des dossiers d'ANR. Les ANR, c'est les demandes de financement qui font des 50, 60 de pages, etc., qu'on envoie pour avoir des demandes de budget, des demandes de financement. Où il faut dire que votre physique, elle est la plus belle, etc., que vous allez révolutionner le monde. Et donc tout le monde écrit à peu près ça. Donc c'est vrai que c'est très prenant aussi cette partie-là, très contraignant, parce qu'il y a des fois... c'est amusant, le dernier observatoire que j'avais travaillé, c'est un observatoire d'origine chinoise qui s'était basé sur un prototype qui était au Tibet. Et ils voulaient le construire initialement au Tibet, sauf que les Chinois et les Tibétains, bon ben voilà, on va pas aller plus loin. Et résultat des courses, on a dû changer de site et on a trouvé dans la région du Sichuan, etc., qui avait des propriétés à 4000 mètres d'altitude. Enfin, c'est pas toujours tous les jours qu'on trouve ce genre de choses. Mais donc, il y a aussi toutes ces contraintes, effectivement, aux dernières minutes où on doit tout changer, tout déplacer, etc. Après, il y a des trucs super amusants. Aller se promener dans la pampa en jeep la nuit pour aller régler un truc parce qu'il ne marche pas. Bon, c'est rigolo, on fait connaissance avec les araignées, tout ça. Non, il y a des côtés super intéressants, mais c'est un peu une sinusoïde. Il y a des moments où on est un peu comme dans tous les métiers, quoi. Mais après, il y a comme des moments de joie. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit qu'une fusée part avec un instrument, on se dit qu'il y a comme une partie de nous dedans. Donc, je pense que c'est comme dans tous les métiers. Hein. C'est pas tout le temps ultra satisfaisant au quotidien. C'est plus dans l'ensemble. Donc, faites des efforts avec SAP, s'il vous plaît. Ouais, je profite d'avoir le micro. Tu parlais de projets donc, du coup, qui prennent SML, enfin du temps est très long. Typiquement, toi, tu t'es investi sur combien de projets en parallèle? Est-ce que c'est possible d'ailleurs de le faire? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est, tu parlais effectivement d'enjeux géopolitiques. Est-ce que tu as des liens? Est-ce que vous avez des liens avec les services secrets? Enfin, je veux dire avec la sécurité internationale, parce qu'en fait, concrètement, si tu vas bosser sur un projet coréen, nord-coréen, est-ce que ça va se passer comment? Attends, j'ai oublié la première partie de ta question. Les projets, est-ce que tu peux travailler sur plusieurs projets en parallèle? Oui. En fait, on peut, mais à différentes phases. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur Solar Orbiter, qui était en phase de qualification. C'est-à-dire que c'était dans les étapes juste avant le lancement. On avait le modèle prêt à aller sur la plateforme et à être lancé. Donc c'était 2-3 ans avant le lancement. Donc là, c'est là que j'ai fait des irradiations sur des systèmes pour les tester, les valider dans la version finale. Donc, et en parallèle de ça, je travaillais sur des successeurs de missions qui d'ailleurs n'existent pas encore. Donc en fait, on peut, en étant dans la physique des instruments, on peut travailler à différentes étapes de différentes missions. Et moi, j'ai travaillé à peu près sur 3 missions. Bon, certaines n'ont pas existé, hein. Certaines ont été annulées, comme je l'avais dit. Mais j'ai travaillé sur la mission japonaise qui a duré 1 mois au lieu de 4 ans, là, que je vous ai présenté tout à l'heure, et sur Solar Orbiter qui est actuellement en opération. Mais là, je suis arrivé à la fin. Et pour celles où je suis arrivé au début, ça continue et certaines partiront peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, quoi. Et pour les questions géopolitiques, alors moi j'étais au CEA, donc au CEA il y a une enquête qui est faite, voir si s'il n'y a pas de problème au niveau de la sécurité. Mais après, nous, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que c'est des missions de recherche. Donc il y a moins ce côté confidentiel, c'est pas militaire, c'est vraiment pour la connaissance. Donc à part la question des brevets de certaines technologies éventuelles, c'est pas trop sensible. Et de toute façon, on collabore pas forcément. La Corée du Nord, par exemple, collabore avec personne. L'Europe a toujours été assez opportuniste dans l'histoire. Par exemple, dans la guerre froide, l'Europe collaborait aussi bien avec les États-Unis qu'avec l'URSS. Actuellement, la NASA, par exemple, ne peut pas collaborer avec la Chine. Mais par exemple, l'Europe le fait. Vous voyez, il y a une mission Europe-Chine qui est en train de se faire. Et en même temps, l'Europe travaille avec un peu tout le monde. Il y avait même des collaborations avec la Russie qui, du coup, maintenant ont été stoppées. Mais normalement, enfin, moi, à ma connaissance, j'ai jamais eu de problème de services secrets ou d'autres, puisque... Enfin, on n'est pas à ce niveau-là, en réalité. Nous, on est vraiment on est des scientifiques, en fait. Et, Par contre, quand on change, moi qui fais la conversion vers le privé, qui ai bossé 2 ans en Chine pour le gouvernement chinois, payé en yuan, blablabla. Quand je suis passée pour essayer de bosser chez Safran ou Thales, l'enquête de sécurité, pour le Conseil confidentiel de défense, ils ont mis 2 ans à me la donner parce qu'ils voulaient vérifier bien en détail, etc.
Mais c'est vrai qu'au jour le jour dans la recherche, si on y reste, et on a la chance effectivement en Europe d'avoir beaucoup de collaborations. De la même manière, on peut travailler aussi effectivement sur plusieurs analyses. Moi, j'avais bossé sur Pierre Auger, donc là, quelque chose qui était en lancement depuis 10 ans. Et sur la fin, on a là aussi la possibilité, quand on développe du code de simulation, comme c'est des détecteurs qui sont parfois de la même technologie ou très légèrement différents, on peut réutiliser des simulations pour faire des projets. Et sur le projet que j'ai basculé, moi, sur l'ASSO, qui est un projet chinois. Et là, en l'occurrence, comme c'est les mêmes types de détecteurs, on peut réutiliser des simulations en changeant 2-3 éléments, les diamètres d'une cuve d'eau, ce genre de choses, en l'enterrant, enfin ce genre de choses. Et donc, on peut aussi réutiliser des choses. Donc, ça veut dire que même si c'est des observatoires différents, et c'est pareil pour le spatial, on peut pas repartir d'une page blanche, on peut faire de la réutilisation parce que finalement, les détecteurs, c'est un peu toujours les mêmes. On peut changer les variables, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Et bien la suite. Bon, on va peut-être accélérer parce que sinon on va vous manger tout. Et bien du coup, on va aller sur la fin, donc ça va aussi rejoindre la question sur les déchets. Finalement, quand une mission finit, on l'a finie, il y a 2 options. Il y a l'option historique, le missile. Et historique, j'ai envie de dire pas tant que ça, puisqu'on a un exemple d'incident russe récent. En fait, il y a le missile qui était une pratique de la guerre froide où quand parfois un satellite était hors de service, on le dégommait avec un missile. Ça servait aussi à impressionner les adversaires et ça permet de tester ces armes. Alors, c'était comme assez rare. Finalement, dans l'absolu, souvent les satellites en panne étaient simplement abandonnés. Aussi. Le missile, c'est pas à tous les coups quand même. Mais c'était une pratique qui avait cours autrefois, mais le 15 novembre 2021, donc quelques mois avant l'invasion de l'Ukraine, les Russes ont décidé de faire une démonstration de force. Et ils avaient un satellite qui était hors service, qui s'appelait Cosmos 1408, que vous voyez sur la vidéo, qui était en orbite, mais hors service. Ce satellite... il menait sa vie, il avait une orbite à peu près la même que celle de la Station spatiale internationale qui vient de croiser. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, on voit que sur le site de lancement russe, il y a un missile balistique intercontinental qui est tiré au même moment où le satellite passe au-dessus des territoires russes. Et qu'est-ce qui se passe là ? Ils dégomment leur satellite. Et le résultat est une pluie de débris qui partent à grande vitesse. Une partie des débris retombe dans la mer de Barents, qui fait que pendant plusieurs heures, tout trafic aérien était interdit parce que c'était dangereux. Et le reste se met en orbite, à peu près sur la même orbite qu'avait le satellite qui a dégommé, et croise la Station spatiale internationale je crois que c'est passé à même moins de 100 km, sur le même plan. Et d'ailleurs, à ce moment-là, dans la Station spatiale internationale, ils ont dû se mettre en scaphandre dans les modules de secours prêts à évacuer, parce qu'il y avait un risque que cette pluie de débris heurte et dégomme la Station spatiale internationale. Alors ça, c'est pas produit, mais c'est pas passé loin. Alors une partie sont retombées, mais d'autres, ça a rajouté à la pollution de débris spatiaux. Ouais. Ah oui, et l'autre. Ouais. Et alors, oui, et donc ça c'est la première technique, dirons-nous, qui est de moins en moins utilisée. Et la deuxième, qui est de plus en plus, et là ça fait partie d'ailleurs de ce qu'on disait, les laws of space, les lois aussi, etc., c'est d'essayer de contrôler la destruction et de ramener, prévoir le désorbitage des éléments. Donc là on peut prendre quelque chose qui est un peu ancien, parce que c'est le désorbitage de la station Mir qui date de 2001. Tout s'est passé comme prévu avec en prime un joli spectacle pour les habitants des îles Fidji. Mir s'est désintégré à l'heure dite et ces débris reposent au fond du Pacifique. Pour les Russes, une page s'est tournée. Corps de rêve. La station Mir n'est plus et elle emporte avec elle l'histoire de tous ceux qui, pendant plus de 15 ans, ont donné de leur vie pour relever le défi de la conquête spatiale dès 1986, une déchirure pour la Russie.
Évidemment, ça ne laisse pas indifférent. Moi, pour tout vous avouer, j'en avais presque les larmes aux yeux. Comment voulez-vous qu'on se réjouisse aujourd'hui? Quand on enterre un proche, on ne risque pas d'être heureux. Tout ce que je peux dire, c'est que nous devions faire redescendre Mir sans dommage et qu'on a réussi. La gloire de l'URSS aura vécu 5511 jours dans l'espace et elle aura accueilli à son bord 104 astronautes de toutes nationalités, comme Claudie André Dehaye, qui aura eu le privilège d'y séjourner. Si la station Mir a fasciné des générations de scientifiques, elle laisse derrière elle quelque chose de très fort pour les Russes. Le témoignage à elle seule de la puissance de ce qui fut peut-être une arme idéologique et qui restait, après l'effondrement de l'URSS, l'orgueil et la fierté de la nation russe. Voilà, donc ça se passe aussi parfois très bien. Donc, mais justement, la question sur les déchets, là, il faut savoir qu'on a à peu près actuellement 26 000 débris supérieurs à 10 cm. On a 6 500 satellites opérationnels en orbite. Plus de 50% de ces débris supérieurs à 10 cm sont en orbite basse. Et donc là, on voit aussi l'effet Starlink. On estime qu'en 2030, il y aura plus de 27 000 satellites. Les Starlink ont parlé de 30 000, 40 000 satellites à venir sur cette même orbite. Donc ça accentue aussi ce problème de déchets, de collisions, etc. Il y a ce qu'ils appellent l'effet Kessler, c'est ce que vous voyez dans Gravity, quand ils se font tous les déchets, les débris qui sont même infimes peuvent causer des dégâts incroyables et accélérer, etc. Comme on disait, il n'y a pas de loi internationale sur le traitement de vie, donc chacun va faire son programme. Pour donner un exemple des débris, on va avoir un peu tout type. C'est là, on voyait, il y a des petits bouts de panneaux solaires, des petits instruments, des bras, enfin ce genre de choses. Il y a un site, du coup, je vous ai mis le lien là, bon, je ne veux pas les regarder, mais ça vous permet d'avoir ce type de simulation. Et vous pouvez filtrer par taille de débris, etc. Donc vous voyez un petit peu, on voit quand même que là c'est tout rose, donc on voit quasi plus la Terre, c'est-à-dire à quel point en orbite basse on est quand même assez énorme. Là ça c'est le graphe, on voit aussi, donc ça va autour de 25-27 000 débris. On sépare ce qui vient de ce qui est charge utile, donc des satellites, de toutes les fusées, les étages, etc. Donc il y a plusieurs types de débris, de plusieurs tailles, etc. Des choses qui peuvent du millimètre, mais qui peuvent être tout aussi embêtants. Et malgré tout, il y a de plus en plus d'initiatives. Par exemple, l'Europe, depuis 2012, commence à lancer les programmes qui s'appellent Clean Space, se pose des questions. Ils ont fait un partenariat, une collaboration Arianespace et une start-up suisse qui s'appelle Clear Space. Normalement, d'ici 2026, ils devraient lancer la première mission de nettoyage, mais vous voyez, c'est encore assez préliminaire, puisqu'on voit qu'il faut lancer un espèce de Pac-Man spatial qui va venir récupérer le satellite qu'on veut désagréger. Donc quelque part là pour le moment on est du 1 pour 1, c'est-à-dire que pour aller nettoyer quelque chose on renvoie quelque chose, donc c'est pas encore parfait quoi. Il y a un projet qui est tout récent, qui date de l'été 2023, donc la NASA fait un appel d'offres et il y a une start-up Transastra qui a répondu et qui a gagné ce projet de la NASA. Et donc c'est une station qu'ils imaginent, alors ça reste préliminaire en voyant la faisabilité, etc. Ça c'est une autre histoire, mais ils veulent partir sur le même système qu'on a sur Terre, c'est-à-dire un espèce d'éboueur. Donc on a à nouveau un peu de Pac-Man qui va venir manger un peu les débris et qui pourra après les amener à une espèce de centre de retrait des déchets, potentiellement de les réutiliser, on est dans l'éco, etc. Donc c'est à voir si c'est faisable, mais c'est un projet qui est plutôt plus satisfaisant que ce qu'on voit avant de renvoyer une fusée pour détruire quelque chose. Et là, c'est notre dernière slide, parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps. Merci de votre patience. Donc, quelques points qu'on voudrait faire passer avant de se quitter. Donc, comme vous avez vu, une mission spatiale, c'est compliqué du début à la fin. Le but de nos travaux, c'est d'apporter des connaissances à l'humanité. On vit actuellement depuis une dizaine d'années un changement sociétal assez important, c'est-à-dire que les entreprises privées ont investi le secteur spatial et transforment finalement l'espace en véritable espace économique, donc ce qu'on appelle le New Space. Il y a, comme Diane vient d'évoquer, la problématique des déchets spatiaux qui est accentuée encore par cette ruée du privé.
L'effet Kessler dont parlait Diane, par exemple, fait que il peut y avoir justement des déchets qui se percutent les uns les autres et qui, comme dans le film Gravity, font que peut-être certaines orbites pourront être totalement inutilisables en fait. Donc c'est une problématique qui peut être assez importante parce que le spatial, il sert aussi dans notre vie de tous les jours, le GPS, les satellites météo. Avec le changement climatique, il y a de plus en plus de missions qui étudient l'atmosphère, les océans, les nuages. Si on perd ces outils, ça peut aussi avoir des conséquences. Donc ça, c'est le gros risque. Il y a donc des relances de rivalité géopolitique avec la Chine qui a relancé la course vers Mars, qui donc oriente aussi certaines missions, moins dans un but scientifique, mais plus dans un but politique, ce à quoi on avait à peu près échappé depuis 20-30 ans. Il y a l'Europe spatiale qui, bon, sans démériter, parce qu'on est vraiment fort dans nos domaines, mais là, on est à peu près à un tournant. Il y a l'Ariane 5 qui vient d'être mise au rebut. Il y a Ariane 6 qui a des petits retards. Il y a quelques difficultés sur le lanceur léger Vega. Donc, actuellement, l'Europe, elle n'a pas trop de moyens de lancement. Ça ne devrait pas durer. Ariane 6, je crois que le premier vol, c'est l'année prochaine. Mais actuellement, l'Europe, pendant quelques années, on n'a plus de capacité de lancement. Et aussi la guerre avec l'Ukraine qui fait qu'on avait la possibilité de lancer des Soyouz de Kourou et qui actuellement sont partis. Un mois ou 10 jours après la guerre en Ukraine sont partis, donc on peut même pas. Il y a eu les carnets de commandes qui ont dû être annulés puisqu'on ne pouvait plus lancer qui était prévu sur Soyouz. Donc là aussi à nouveau. Mais comme on l'évoquait aussi, le fait qu'il y ait ces nouveaux acteurs donne aussi plus d'opportunités puisque ça peut être de potentiels partenaires, ça peut donner des capacités de lancement. Donc c'est d'une certaine manière assez enthousiasmant parce que ça nous laisse plus de choix, ça ouvre de nouvelles collaborations, notamment avec des pays comme l'Inde ou la Chine. Bon, la Chine, ça date un peu, mais l'Inde, c'est très récent. Et la concurrence sur les lanceurs, ça peut aussi entraîner une baisse des coûts et des avancées technologiques, ce dont la science peut bénéficier aussi. Juste pour quitter, parce que j'entends des gens parfois qui disent « oui, l'espace, ça coûte cher, il y a sûrement mieux à faire ». On peut répondre que la contribution de chaque Européen au spatial, donc à l'Agence spatiale européenne, c'est à peu près le coût d'un ticket de cinéma par an, donc c'est pas énorme. Et surtout que cet argent, j'ai plus le chiffre, mais j'avais entendu qu'il y avait à peu près un facteur x4 de contribution qui pouvait être généré au niveau économique, puisque ça stimule l'innovation, ça donne, c'est reversé dans des industries nationales, et l'ESA là-dessus fait que, en général, les pays membres de l'ESA ont un retour à la hauteur de leur contribution, un retour économique à la hauteur de leur contribution. Et je pense, pour conclure, que c'est une chose qui peut être bête à dire, mais finalement que les projets, en tout cas européens de spatial, contrairement à d'autres, ils sont menés exclusivement à des fins pacifiques, et je pense que dans la période actuelle, c'est pas mal. Et en tout cas, merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez bien aimé. Et on est dispo pour les questions. Ouais, déjà, un grand merci à vous deux pour votre temps et c'était passionnant. On peut prendre encore quelques questions. Je sais qu'il reste 10 minutes avant que vous vous repreniez, probablement. Mais s'il y a quelques questions, on est là. Ouais. Alors, une question. Est-ce que la nouvelle course à la Lune et à Mars influence les budgets, notamment sur les missions d'observation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moins de budget maintenant sur les missions d'observation qu'il pouvait y avoir avant à cause de ça? Complètement, c'est ce qu'on voyait en fait de plus en plus. Maintenant, les projets sont des projets fléchés, ce qui veut dire que s'il y a une volonté politique d'aller dans un axe, eh bien c'est du budget en moins pour d'autres choses, parce que maintenant ils vont dire on veut travailler sur ceci, propose-nous des propositions. Donc c'est plus proposer des propositions et on choisira. Donc effectivement, ça a un énorme impact au détriment d'autres sujets. Il suffit de voir le nombre de missions qui sont sur la Lune ou sur Mars actuellement. Il y a toutes les agences spatiales, Europe, États-Unis, Chine, qui vont vers Mars. La mission indienne, il y a quelques mois, il y a un mois, était sur la Lune. Donc vous voyez, on le voit peut-être pour l'instant pas trop, parce que les missions qu'on lance actuelles ont été décidées il y a 20 ans. Mais effectivement, c'est à craindre que
justement pour des raisons politiques, ça soit de plus en plus fléché vers ces nouveaux, enfin, c'est trouvé vers la Lune et puis vers Mars, quoi. Bonjour, merci en tout cas pour cette présentation. Alors question parce qu'on est un peu chez Le Bon Coin. Moi j'ai entendu qu'il y avait pas mal du coup de projets avortés pour plein de raisons et vous en avez cité beaucoup. Il y a un peu une bourse des pièces de projets que se revendent les États, un peu une bourse de seconde main des matériaux spatiaux pour en tout cas faire la conquête spatiale. J'avoue, c'est une bonne idée. Il y a peut-être un partenariat à faire avec Le Bon Coin. Mais il y a pas, je pense, parce qu'en fait, en général, les technos, c'est des choses comme très, très spécifiques pour une mission. Donc, quand c'est réutilisé, c'est comme légèrement modifié, c'est-à-dire c'est plus des concepts qui vont être réutilisés. Après, c'est plus informel, c'est-à-dire, en général, c'est dans les communautés qui ne sont pas si grandes. C'est-à-dire la communauté, par exemple, des rayons X, la communauté des rayons gamma. En fait, c'est 100 personnes dans le monde qui se connaissent. Donc, en général, c'est un peu de manière informelle que quand il y a des nouveaux appels à projets de la NASA, de l'ESA, des Chinois, bon, ben, il y en a, les gens s'écrivent des mails en se disant « Tiens, toi, ton projet qui a avorté, on peut peut-être le réutiliser là. » Et en général, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être qu'il y aurait moyen de faire ça de manière un peu plus standardisée. Et surtout qu'il y a également un truc que je n'en ai pas parlé, mais moi, j'ai été impliqué sur un transfert industriel, c'est-à-dire qu'un détecteur à rayon X développé pour le spatial a été proposé à une filiale d'Areva pour faire de la détection de radioactivité dans des centrales nucléaires. Donc ça peut être utilisé dans d'autres domaines. C'est peut-être un peu une partie qui est un peu négligée. Donc là, il y aurait peut-être un intérêt, effectivement, à communiquer sur les technologies qui, pour certaines, sont très impressionnantes et qui pourraient servir pour des domaines totalement différents. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, puisqu'on est en train de revoir l'arbre de catégorie du Bon Coin, on pourrait peut-être rajouter le spatial.